Qui suis-je réellement? Un mec bizarre qui parle de trucs sur YouTube. Mais je pense que c'est une question un peu plus rhétorique. À un moment donné de notre vie, on se pose cette question. Qui suis-je? Pourquoi? Qui est-ce que je veux devenir? Remettre en question son identité, c'est probablement la base de la crise d'ado. Et de la crise de quarantaine. C'est le principe même de l'existentialisme. De nos jours, cette crise peut prendre une forme d'autant plus poussée quand on parle de sexualité, surtout d'orientation, et encore plus quand on aborde l'identité de genre. Et s'il y a bien un gars qui arrive plus à s'y retrouver, c'est bien Ranma. Je suis Ranma Saotome, enchanté. Ranma est un garçon, mais pas tout le temps. Ayant grandi avec son père, il a appris les arts martiaux et ne cesse de chercher des lieux insolites pour perfectionner son entraînement et gagner en force et en puissance. Ce qui est sensiblement la même chose. Il veut gagner en puissance, mais on va pas le voir se battre contre des aliens. Il est combatif et n'a aucun doute sur le fait qu'un garçon est plus fort qu'une fille. Un jour, son père et lui se retrouvent au milieu de sources thermales mystérieuses dans la campagne chinoise. Partis pour un entraînement, ils s'affrontent sans relâche au bord des eaux. Ranma envoie son père voler dans une source, et étrangement c'est un panda qui en ressort. L'animal le jette dans un bassin. On raconte qu'une fille s'est noyée dans ce dernier. Alors, maudits soient ceux qui y mettent un pied. Ranma en ressort différente. Il en ressort en elle. Ranma est devenue une fille. Très avant-gardiste. C'est probablement le mot-clé de la vidéo, sachez-le. Avant-gardiste. En contact avec l'eau chaude, Ranma retrouve son genre de naissance. En contact avec l'eau froide, il prend les traits d'une jeune fille. Bien sûr, il ne change pas pour autant de caractère, ni même de force. Tu es... Ranma. Enchanté. Il est peut-être un peu plus petit, il a une poitrine plus développée, des formes un peu plus prononcées, mais ça c'est essentiellement pour le fanservice. On les a vus les pervers avec leurs mains dans le falzar. Ça reste une adolescente. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on revienne sur un manga à l'ancienne. Et quand je vous parle d'un truc ancien, on va remonter loin. Et pourtant, même si c'est à l'ancienne, ça reste quelque chose qui avait beaucoup d'avance sur son temps. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler d'identité de genre et de rapport homme-femme très maladroitement. Et c'est pas rien. Parce que Ranma, c'est peut-être le pas de géant dont avait besoin l'humanité, mais il est arrivé un poil trop tôt. Générique. J'ai pas la musique du générique de Ranma. À la fin des années 80 en France, il y a un genre qui fait débat. On connaît tous l'histoire. Dragon Ball, c'est pas fait pour les enfants, c'est violent. Stop. Selon certains politiciens français, les mangas et les animés n'ont pas leur place dans les esprits de la jeunesse. Sacrée belle connerie si vous voulez mon avis. Une vague culturelle importée directement du pays du soleil levant cache de nombreuses pépites et les années 90 vont être le tremplin de cette explosion en France. Au milieu de Nicky Larson, Olivier Hatton ou Sangoku, se cache un autre garçon qui va se démarquer par sa particularité, il devient une fille. Mais avant de vous parler réellement de Ranma et de qui il est et de tout ça, il faut que je revienne sur la personne qui l'a conçu, Rumiko Takahashi. Rumiko Takahashi est l'une des plus grandes et des plus importantes mangaka et dessinatrices du monde. Parce que oui, dans ce monde très masculin, on a tendance à invisibiliser le travail des femmes, et surtout l'importance qu'elles ont. Et là, elle a vraiment beaucoup d'importance. Rumiko Takahashi est née en 1957 au Japon. Dès son plus jeune âge, elle développe une passion pour le dessin et les histoires, passant de nombreuses heures à créer ses propres bandes dessinées. Cette passion pour le manga se renforce au fil des années, inspirée par les œuvres des plus grands mangaka de l'époque, comme entre autres Osamu Tezuka, le créateur d'Astro Boy. En grandissant, elle rêve de devenir mangaka. Mais c'est pas si simple. Parce que comme je le disais plus tôt, Rumiko est une femme. Et à l'époque, au Japon, être en première ligne, c'est pas donné à tout le monde. Et encore moins aux femmes. Wouh! Vive l'égalité! C'est notamment en raison des normes sociales qui relèguent souvent les femmes dans un rôle secondaire dans le monde professionnel, y compris dans l'industrie du manga. Après avoir terminé le lycée, elle entre à l'université où elle étudie la littérature. Parallèlement, elle s'inscrit à un programme de formation pour mangaka à la Gekiga Sonjuku, une école fondée par Kazuo Koike. Kazuo Koike. Je l'ai vachement bien dit. Kazuo Koike, il a fait ce truc-là. Et je m'excuse d'avance, je vais probablement mal nommer plein de gens. Désolé, je sais pas parler. En 1978, Rumiko fait ses débuts professionnels avec une histoire courte intitulée Katena Yatsura, publiée dans le Shonen Sunday. Une première œuvre assez bien accueillie, mais c'est la série qui suit, la même année, Urusei Yatsura,
qui connaîtra un véritable premier succès. Pour vous pitcher un peu le truc de Urusei Yatsura, c'est une comédie de science-fiction centrée sur les aventures d'un adolescent et d'une extraterrestre qui a des pouvoirs un peu électriques. C'est perché. La série devient rapidement populaire et fait monter Rumiko dans le monde du manga. Urusei Yatsura est adapté en série animée à succès, ainsi qu'en plusieurs films, consolidant sa réputation. Cette série marque également le début de la collaboration fructueuse entre elle et le studio Kitty Film, qui produira plus tard les adaptations animées d'autres de ses œuvres. En 1980, Rumiko lance une nouvelle série, qui deviendra également très populaire, Maison Okoku. Contrairement à la première, celle-ci est une comédie romantique bien plus réaliste. Enfin, en 87, après le succès de ses deux dernières œuvres, Rumiko Takahashi commence à travailler sur ce qui deviendra l'une de ses œuvres les plus emblématiques, Ranma 1/2. Et nous y voilà. Sauf que j'ai pas fini ma remise en contexte de base. À la fin des années 80, au Japon, la Shueisha, éditeur du Weekly Shonen Jump, est au top de sa popularité. Ils sont toujours au top, mais à l'époque particulièrement. Avec beaucoup d'œuvres relativement similaires, ils s'appuient sur le genre du neketsu pour continuer de grandir. Souvent avec des personnages un peu bêtes mais très doués en arts martiaux qui s'entraînent à fond pour évoluer et devenir plus forts. Vous savez le fameux message de dépassement de soi? Normalement, avec la description que je viens de vous faire, vous avez pensé à au moins 2 personnages. Je peux vous en citer 5 faciles, mais vous en avez pensé à au moins 2. One Piece et Naruto, qui sont arrivés après bien sûr, mais pour l'époque, on pense plutôt à Dragon Ball. Sauf que pour rappel, à ce moment-là, Rumiko, elle a fait que des séries comédie science-fiction et comédie romantique. Le neketsu, c'est pas vraiment son domaine. Pourtant, elle va réussir un sacré tour de force. En proposant un personnage dans les normes du neketsu, avec un garçon forte tête, doué au combat et légèrement, complètement condescendant, avec la jante féminine. Un mascu à la limite du beauf. En y ajoutant sa patte, un esprit comique décalé et des messages forts, elle transforme un simple shonen en une immense œuvre avant-gardiste. Je vous avais dit que c'était le mot-clé. Mais du coup, c'est quoi Ranma? Ranma Saotome est un jeune artiste martial. Artiste martial, ça se dit? On va dire que oui. Obnubilé par le combat et la victoire, il parcourt la Chine avec son père pour s'entraîner. Celui-ci le guidant un jour vers un lieu rempli de sources chaudes mystérieuses, il entre en conflit au-dessus de celle-ci. Ranma envoie son père dans l'eau qui ressort changé en panda. Surpris, il tombe à son tour et ressort de l'eau changé en fille. La malédiction des sources les oblige à vivre ainsi, redevenant eux-mêmes au contact de l'eau chaude, en subissant la malédiction de l'eau froide. Petit aparté, dans la chanson Bloqué des Casseurs Flotteurs, à un moment donné, il y a Gringe qui dit le père de Ranma finit toujours en panda. On parle de ce Ranma, et du coup de son père, le panda. Ton père le panda. J'ai débloqué une nouvelle insulte. De retour au Japon, l'homme panda et le garçon-fille s'installent chez la famille Tendo, où Ranma est promis en mariage à la plus jeune fille, Akane. Il est voué à perpétuer la lignée du dojo familial, sauf que sa fiancée n'a pas froid aux yeux, et la relation entre eux est loin d'être gagnée d'avance. Akane est une jeune femme forte et indépendante qui lutte contre les attentes traditionnelles de la société. Elle représente l'évolution du rôle de la femme dans la culture japonaise. Elle ne veut pas se contenter d'être une bonne épouse pour Ranma. Elle ne veut pas non plus qu'on lui dise qu'une fille est plus faible qu'un garçon. Certains pourraient dire que c'est un garçon manqué, parce qu'elle se bat et qu'elle n'est pas très féminine, mais en réalité, elle est l'incarnation même de la femme moderne. Elle tient tête à Ranma, affronte et emporte la victoire sur tous les garçons qui la défient, et surtout, elle vit par elle-même. Akane, elle est à la fois têtue et combative, et en même temps très attentionnée envers son entourage. C'est la meilleure perso. Elle est bienveillante et protectrice envers ses proches. Sa relation avec Ranma est centrale, oscillant entre conflit et affection. Non seulement parce que Ranma a une vision arriérée de la femme, qui entre en totale contradiction avec l'identité même d'Akane, mais aussi parce que chacun va apporter le soutien dont l'autre a besoin en cas de coup dur. Et en fait, cette relation entre Ranma et Akane, c'est un miroir direct avec ce qui se passe au moment de la sortie du manga au Japon. Le rôle des genres commence à être remis en question et Ranma 1/2 reflète ce changement à travers ses personnages et ses intrigues. Le manga aborde des thèmes comme la pression sociale, les attentes de la famille et la quête de l'identité personnelle, tout en restant accessible grâce à un humour de situation absurde. Ranma Saotome, en tant que personnage principal, traverse une véritable quête d'identité. Ses transformations involontaires en fille et les complications qui en résultent forcent Ranma à naviguer entre les attentes sociales des deux genres. Ce conflit interne est une métaphore puissante pour la lutte contre le stéréotype de genre et la découverte de soi. En explorant la manière dont Ranma s'adapte à ces changements et comment il est perçu par les autres, le manga offre une réflexion
sur l'importance même du genre. Mais ça, on va en parler en détail tout à l'heure. Akane, bien que souvent en confrontation avec lui, aide Ranma à accepter ses transformations et à voir au-delà des apparences. Elle ne cherche pas forcément à changer Ranma ou à le faire redevenir uniquement garçon. Elle l'aide à s'affirmer et à lui faire comprendre que contrairement à ses pensées arriérées, il n'y a pas de mal à être une fille. Et surtout parce que c'est pas parce qu'on est une fille qu'on ne peut pas ou qu'on ne doit pas faire certaines choses, ou qu'on fait certaines choses moins bien. Avant l'arrivée de Ranma, Akane était invaincu face à tous les garçons qui l'affrontaient. Et bien que Ranma soit puissant, il ne perd pas en force en devenant une fille. Certes, il a changé physiquement, prenant des traits féminins, notamment anatomiquement, on en a déjà parlé, mais ses capacités ne sont pas réduites pour autant. Je vais être parfaitement honnête, les arcs narratifs dans Ranma sont pas fous. Genre, c'est pas bouleversant et c'est un peu répétitif. On découvre souvent de nouveaux personnages qui en veulent à Ranma, un désir de vengeance, qui sont très forts et qui le mettent au défi. Ah, et souvent, il y a des gens qui se transforment. Parce que c'est pas les seuls à être tombés dans des sources chaudes. Donc, il y a un chat, il y a une meuf qui se transforme en chat. Il y a un cochon, il y a un mec qui se transforme en cochon. Ce qui en dit aussi beaucoup sur la représentation des hommes dans le manga. Et je crois qu'il y a un canard à un moment donné. Bref, ce qui est vraiment intéressant dans Ranma, c'est surtout la psychologie du personnage et l'évolution de sa psychologie au fur et à mesure des tomes. Sauf que là, je vous parle du manga, mais il faut savoir que dans les années 90, Ranma 1/2, ça se posait là, dans le monde du manga. Mais comment? Eh ben grâce à son adaptation. L'adaptation en animé a permis à Ranma 1/2 de toucher un public encore plus large. Après les succès des années 80, et pour pas citer toujours les mêmes, on va dire cette fois Senseiya, l'industrie de l'animation a continué à croître avec des studios cherchant à capitaliser sur la popularité des mangas. Ranma 1/2 a été adapté en animé par Studio Deen, un studio relativement nouveau à l'époque, mais qui s'est fait rapidement un nom grâce à la qualité de ses productions. Vous connaissez peut-être pas leur nom, mais vous connaissez sûrement leur travail. C'est des studios qui ont fait des trucs comme Kenshin le Vagabond, Rave, Initial D, ou récemment un film Seven Deadly Sins. L'un des défis majeurs de l'adaptation de Ranma 1/2 était de capturer l'essence du manga tout en exploitant les possibilités offertes par le médium animé. L'animé relève ce défi en restant fidèle à l'œuvre originale, tout en introduisant des éléments innovants pour enrichir l'expérience narrative par du travail visuel. L'animé Ranma 1/2 reste fidèle à l'intrigue et aux personnages du manga. La transformation de Ranma, les dynamiques relationnelles complexes et la situation comique sont toutes fidèlement reproduites. Les scénaristes ont veillé à ce que les arcs narratifs principaux du manga soient respectés, garantissant ainsi que les fans ne soient pas déçus par l'adaptation. Presque plus de batterie. Les personnages ont également été soigneusement adaptés, avec des designs et des personnalités qui reflètent fidèlement ceux du manga. Ranma, Akane et les autres personnages emblématiques conservent leurs traits distinctifs, permettant aux spectateurs de s'immerger dans un univers familier. Et pour le coup, l'animé ne fait pas que reproduire ce que fait le manga. Il introduit également des éléments innovants qui enrichissent l'expérience visuelle et narrative. L'animation fluide et dynamique permet de rendre les scènes d'action et ou de comédie encore plus vivantes et engageantes. Les expressions faciales, exagérées, et les mouvements exubérants des personnages ajoutent une dimension supplémentaire à l'humour déjà présent dans le manga. Beaucoup de passages comiques jouent énormément sur l'effet de surprise dans les changements de Ranma, passant de fille à garçon, ou inversement. Ici, l'élément important, c'est surtout le sens du timing. C'est-à-dire que l'animé, il va avoir un rythme constant, avec des petites accélérations de temps en temps, et surtout avec des moments de pause, pour ajouter un effet de surprise encore plus impactant. L'animé utilise également la musique et les effets sonores de manière créative pour renforcer l'impact émotionnel des scènes. Des thèmes musicaux plus ou moins mémorables, et des effets sonores humoristiques qui contribuent à créer une atmosphère unique, rendant l'expérience de visionnage encore plus immersive. Et c'est grâce à tous ces éléments qu'à l'époque, Ranma 1/2 est devenu un phénomène culturel au Japon. La série a attiré un large public, allant de jeunes adolescents aux adultes. Les personnages et les situations comiques de la série sont devenus des éléments assez emblématiques dans la culture populaire japonaise, souvent cités et parodiés par d'autres médias. La popularité de Ranma a également conduit à une explosion du merchandising, avec des produits dérivés allant de figurines aux vêtements. Les fans de la série ont créé des clubs et des communautés en ligne pour discuter et partager leur passion pour Ranma 1/2, contribuant ainsi à maintenir l'intérêt de la série bien après la fin de sa diffusion. Et quand on voit l'état d'internet
dans les années 90. Je trouve que c'est vraiment impressionnant. Étonnamment, Ranma est l'un des animés les plus populaires en France pour l'époque. Diffusé dans le Club Dorothée, il devient l'un des 3 animés les plus populaires aux côtés de Goku et de Sailor Moon. Plutôt cool, sauf que le temps est passé. Et oui, le temps passe, tirant le rideau sur sa diffusion en 1996, Ranma a tiré sa révérence. Sailor Moon reste une icône du genre. Goku continue ses aventures et Ranma est peu à peu tombé dans l'oubli, restant pour les fans d'antan une bulle temporelle. Ou un choc mental pour d'autres. Mais dans ce cas-là, pourquoi j'en parle? Eh bien parce qu'il est de retour. J'exagère un peu. Ce fut une grande surprise, mais en 2024, le studio MAPPA a annoncé le retour du garçon-fille. Rapidement, MAPPA, c'est l'Attaque des Titans, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man ou Vinland Saga. Et après l'annonce en 2024, en octobre, toujours pas la musique du générique dans la tête. Il est revenu, plus fort, plus beau et plus important que jamais. L'adaptation de Ranma 1/2 en 2024 marque un renouveau significatif. Cette nouvelle version a été attendue par les fans et les critiques. déjà parce que c'est un petit checkpoint. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça fait partie d'un des piliers de l'animation. Et là, on est en train de vous dire qu'on refait exactement le même de nos jours. Donc forcément, la première chose qu'on va pouvoir faire, c'est comparer et voir à quel point l'animation s'est développée sur les 30 dernières années. C'est comme si vous faisiez un dessin à 8 ans et que 20 ans plus tard, vous le refaites avec toutes vos nouvelles compétences. Bon, ça marche que si vous bossez dans le dessin. Mais bon. Cette nouvelle adaptation permet de faire un petit point sur l'évolution du média animé et sur les années écoulées. Depuis 1990, beaucoup de choses ont changé, que ce soit sur les méthodes de consommation, Je pense par exemple aux plateformes et au découpage des saisons. ou même dans les manières de produire. On sait que les animés qui ont duré dans le temps en font l'exemple parfait. On a déjà parlé de One Piece sur la chaîne, mais c'est vrai que entre le début et aujourd'hui, on la voit, l'évolution. Mais là, c'est encore plus flagrant. L'un des aspects les plus remarquables de cette nouvelle adaptation est son équilibre entre fidélité à l'œuvre originale et innovation. Contrairement à l'adaptation des années 90, qui n'avait pas couvert l'intégralité du manga, cette version promet de suivre de près les événements des tomes, offrant ainsi une expérience beaucoup plus complète et cohérente. Ah, faut que je me tourne. Le travail des studios MAPPA apporte une esthétique visuelle moderne tout en conservant l'essence du style artistique original. L'un des aspects les plus frappants de la nouvelle adaptation est le design des personnages. MAPPA a réussi à les moderniser tout en conservant leur essence originale. Les designs sont plus expressifs, avec une attention particulière portée aux expressions faciales et aux mouvements corporels, alors qu'ils sont parfois bien plus minimalistes dans leurs détails. Cette attention aux détails justement permet de mieux transmettre les émotions et les intentions des personnages, enrichissant ainsi la narration visuelle. Par exemple, Ranma Saotome est représenté avec une palette de couleurs plus vive et des traits plus fins et plus définis, ce qui accentue sa dualité de genre. Les transformations de Ranma sont rendues avec une fluidité qui souligne la nature dynamique et souvent comique de ces changements de forme. Et la palette de couleurs, justement, elle est assez extraordinaire. Elle est bien plus riche et plus nuancée. Les couleurs sont utilisées de manière stratégique pour renforcer les thèmes et les émotions de chaque scène. Par exemple, les scènes de combat sont souvent caractérisées par des couleurs vives et contrastées reflétant l'intensité et l'énergie des affrontements. En revanche, les moments plus introspectifs, romantiques, sont adoucis avec des teintes pastel et des ombres douces, créant une atmosphère plus intime et réfléchie. Les textures et les arrière-plans sont également plus détaillés, ce qui apporte une profondeur visuelle qui enrichit l'immersion du spectateur. Les décors sont soigneusement conçus pour refléter les différents environnements dans lesquels les personnages évoluent, que ce soit l'école, la maison Tendo ou les divers lieux d'entraînement et de combat. Cette attention aux détails visuels contribue à créer un monde riche et vivant. Et je trouve que le sens du timing, du tempo et de la couleur, il est encore plus intéressant quand on reparle de la transformation de Ranma. Dans la nouvelle adaptation, ces transformations sont rendues avec une fluidité et une grâce qui surpassent celles de l'adaptation originale. Les transitions sont plus naturelles et plus dynamiques, ce qui permet de mieux transmettre la rapidité et l'imprévisibilité de ces changements. L'imprévisibilité, je me trouve impressionnant d'avoir dit ça du premier coup. On a une réelle surprise quand elle se produit sans pour autant perdre en dynamisme. La fluidité de l'animation des transformations apporte une grosse plus-value au message porté par Ranma, en rendant ces transformations visuellement attrayantes et réalistes. Réaliste, il se transforme quand même de garçon à fille. La série invite, de cette manière,
le spectateur à réfléchir sur la nature changeante de l'identité et sur les défis associés à la navigation entre les différents rôles et attentes sociales. J'exagère de fou. La nouvelle adaptation utilise des symboles visuels pour renforcer les thèmes traités. Les transformations de Ranma sont souvent accompagnées de symboles visuels qui soulignent la dualité de son identité. Les scènes où Ranma est sous sa forme féminine sont souvent plus marquées par des éléments visuels qui contrastent avec ceux de sa forme masculine, soulignant ainsi la complexité et la fluidité de son identité. Attendez, quoi? Non, c'est une blague! Vous allez pas me faire porter des collants! Ranma 1/2 a été largement salué pour cette nouvelle esthétique visuelle et cette nouvelle animation de haute qualité. Les fans de longue date ont apprécié la nostalgie de revoir leur personnage bien-aimé dans un style visuel modernisé, tandis que les nouveaux spectateurs ont été captivés par l'histoire et les thèmes enrichis. La série a également suscité des discussions sur les adaptations modernes et classiques, soulignant l'importance de préserver l'essence d'une œuvre tout en l'adaptant aux sensibilités contemporaines. En 89, Ranma a commencé son histoire et est devenu un phénomène assez important. Essentiellement parce que son pitch de base était vraiment différent de ce qui se faisait à l'époque. Déjà, l'aspect comique a grandement joué un rôle. Et aussi parce que c'est pas vraiment l'humanité, la survie de l'humanité qui est en jeu. Les enjeux ne sont pas plus grands que ceux d'un quartier. Mais là où Ranma a échoué, c'est dans le partage de son message, ou plutôt les grands messages sous-jacents de son histoire. Mais cet échec n'est pas dû à la manière dont ils sont délivrés, mais plutôt à cause du timing. Je pense que la véritable malédiction de Ranma, c'est d'être sorti trop tôt. Le manga de Rumiko est extrêmement intéressant. Déjà parce qu'il y a clairement un message qui fait écho à son parcours. Une fille peut très bien faire aussi bien que les garçons. Alors qu'elle avait rencontré des difficultés à s'affirmer comme mangaka dans un monde masculin, elle est aujourd'hui l'autrice d'une œuvre qui montre entre autres la considération de la femme dans la société, surtout au Japon, surtout dans les années 90. Pas surtout au Japon, partout dans le monde en fait. C'est complètement con ma phrase. En plus de ça, elle aborde un sujet qui est totalement d'actualité aujourd'hui, mais qui pour l'époque n'a pas eu l'impact espéré, l'identité de genre. Et je sais que pour beaucoup, l'identité de genre, c'est un concept un peu flou. Ça l'est honnêtement pour moi aussi. Avant d'aller plus loin, je suis obligé de faire un petit disclaimer. Je suis un homme cisgenre, hétéro, donc je suis clairement pas le mieux placé pour parler de ça. Donc il y a de fortes chances pour que je me trompe, ou que je dise des choses qui sont pas vraies ou pas complètement vraies. N'hésitez surtout pas à me corriger dans les commentaires. Ça m'intéresse vraiment. Quand on parle de genre, on a souvent tendance à penser à des livres et à des films comme aventure, science-fiction et contes de fées. Mais le genre humain, c'est un poil plus complexe. L'identité de genre est un concept qui fait référence au sentiment profond et personnel d'une personne concernant son propre genre. Il s'agit de la manière dont une personne se perçoit et se ressent en termes de masculinité ou de féminité ou d'autres, indépendamment du sexe assigné à la naissance. L'identité de genre est une composante essentielle de l'identité personnelle et peut influencer différents aspects de la vie d'une personne, y compris ses expressions, ses comportements et ses interactions sociales. Mais comment ça se traduit? À la naissance, on reçoit tous une étiquette. C'est une fille, c'est un garçon. Ça, c'est ce qu'on appelle le sexe biologique. Il est décidé par la nature, par l'appareil génital de l'être. Mais est-ce que ce qu'on a sur le corps, la manière dont on est formé, dit quelque chose sur qui on est réellement? Le problème de cette étiquette, c'est qu'elle est accompagnée de très nombreux stéréotypes. Et je suis persuadé que vous en connaissez beaucoup. Les garçons sont plus forts en sport, ça aime les voitures et ça adore le bleu. Les filles, ça adore les robes roses, se maquiller et jouer à la Barbie. Fun fact, tout le monde aime les Barbies. Le genre, c'est ce que l'on ressent à l'intérieur de nous-mêmes. Certaines personnes sont nées avec un corps de garçon et se sentent en réalité comme des filles. Certaines personnes sont nées avec un corps de fille et se sentent comme des garçons. D'autres ne se sentent ni totalement filles ni totalement garçons. L'identité de genre, c'est la manière dont une personne se sent à propos d'elle-même. C'est comme un grand puzzle qui se construit avec le temps. En grandissant, on apprend à s'affirmer pour qui on veut être, et non pour comment les autres nous voient. Ici, on se réfère au sentiment profond et intime qu'une personne a de son propre genre, contrairement au sexe assigné à la naissance qui est généralement basé sur une caractéristique physique et biologique, telle que les organes génitaux.
L'identité de genre est une expérience subjective et personnelle. Elle est façonnée par une combinaison de facteurs psychologiques, sociaux et culturels qui influencent la manière dont une personne se perçoit et se présente au monde. L'identité de genre est souvent décrite comme une composante essentielle de l'identité personnelle, au même titre que l'orientation sexuelle, l'ethnicité ou la culture. Elle influence divers aspects de la vie, y compris ses expressions, ses comportements et ses interactions sociales. Pour de nombreuses personnes, elle est une partie intégrante de leur être, et son expression authentique est primordiale pour leur bien-être et leur épanouissement personnel. Moi, par exemple, je suis un homme, comme dirait Zazie, mais ça n'a rien à voir. Je suis un homme biologiquement, parce que c'est ce que mon corps montre. Ce n'est pas à cause de ça, ou à cause du fait que je me retrouve dans pas mal de stéréotypes de genre, que je suis un homme. Je le suis parce que je me sens comme tel. En plus, j'aime pas le foot et j'aime pas les voitures non plus. Maintenant qu'on parle d'identité, il faut qu'on parle aussi d'expression de genre. L'expression de genre fait référence à la manière dont une personne exprime son genre à travers des comportements, des vêtements, des coiffures, des manières de parler et d'autres formes d'expression personnelle. L'expression de genre peut varier légèrement d'une personne à une autre et n'est pas nécessairement liée à l'identité de genre. Mon script sur mon téléphone, j'ai plus de batterie dans mon ordi. Par exemple, on peut se genrer comme un homme, mais choisir de parler d'une manière qui, pour d'autres, serait relatif à la féminité. C'est bizarre ce que je dis, mais en gros, on peut être un homme et demander à ce qu'on nous appelle elle. J'ai pas compris ma phrase non plus. L'expression de genre est une forme d'expression personnelle qui permet aux individus de manifester leur identité de manière authentique et significative. Je suis un homme, mais je pourrais très bien me considérer d'un autre genre sans pour autant changer ma manière d'être. Parce qu'aucun comportement ne peut te faire dire « ça c'est un homme et ça c'est une femme ». Genrer une personne, c'est lui fixer des attentes et la faire correspondre aux normes sociales associées à une société donnée. Ils influencent les comportements attendus, les responsabilités et les opportunités associées. Le rôle de genre peut varier considérablement d'une culture à l'autre et peut évoluer au fil du temps. Par exemple, dans certaines sociétés, le rôle de genre traditionnel peut dicter que les hommes doivent être les principaux pourvoyeurs financiers, tandis que les femmes sont principalement responsables des tâches domestiques et de l'éducation des enfants. Heureusement, les temps changent et nous aussi. Revenons au sujet principal. Dès le début, Ranma se perçoit avant tout comme un garçon et résiste activement à sa transformation en fille. C'est un garçon, ça ne fait aucun doute. Il veut être le plus fort, donc il ne peut pas être une fille. Il manifeste un rejet catégorique de cette nouvelle condition, refusant d'être perçu comme une fille et cherchant constamment à retrouver son corps masculin. Son comportement traduit une perception très rigide de son identité de genre. Il associe la force et la virilité à son état de garçon, tandis qu'il ressent une frustration et un sentiment de dépossession lorsqu'il est sous sa forme féminine. Pourtant, c'est là tout l'enjeu du manga. Ranma est la dualité de son identité. Il doit composer avec cette dualité. Certes, il est né garçon, il a grandi et a été élevé comme un garçon, mais comment se sent-il au fond de lui ? Petit à petit, Ranma prend conscience de sa condition. D'abord sans vraiment le percevoir. Il apprend à utiliser ce qu'on pourrait appeler ses caractéristiques féminines à son avantage, que ce soit dans les combats pour manipuler ses adversaires ou pour éviter certaines situations complexes. Genre quand il doit se battre contre une fille, vu qu'il est en mode homme garçon, ça se bat pas contre une fille. Ou alors quand il doit se battre contre une bande de pervers pour détourner leur attention, il leur montre des photos de lui en sous-vêtements. Ouais, ça reste un peu... Ce pragmatisme marque un premier pas vers une acceptation inconsciente de son ambivalence. Là, psychologiquement, il a déjà fait un pas vers son lui intérieur. Si Ranma refuse fermement d'être considéré comme une fille, l'expérience de sa transformation constante le confronte à de nouvelles situations où il remet en question sa propre perception du genre. Certains passages du manga montrent Ranma évoluant sur sa propre définition de la masculinité et de la féminité. Il se retrouve confronté à des préjugés sexistes, notamment ceux qu'il partage lui-même, mais aussi à la manière dont son entourage perçoit son changement. Par exemple, dans certaines scènes, Ranma constate que son corps féminin le rend vulnérable à des comportements qu'il ne subissait pas en tant qu'homme, ce qui lui offre un regard critique sur la manière dont la société traite différemment les genres. Littéralement, il y a un épisode où il se fait draguer par un mec, ça se finit sur un affrontement, un combat sur glace, et le mec en question embrasse Ranma sans son consentement. Donc oui, il subit des agressions sexuelles. Comme ça. Il doit apprendre à composer avec les attentes qu'on a de lui
en tant que fille et développe ainsi une conscience plus nuancée de la question du genre. Certes, sa famille et les gens qui l'entourent n'ont jamais jugé qu'il soit garçon ou fille, mais pour autant, ils n'ont pas cherché à l'aider à se comprendre non plus. C'est là que le personnage d'Akane prend tout son sens. Akane est la première à refuser de voir Ranma différemment en fonction de son apparence, et c'est à travers elle qu'il comprend peu à peu que son identité ne se réduit pas à un seul aspect de lui-même. Akane est un personnage fort et indépendant, souvent dépeint comme un garçon manqué qui défie les stéréotypes féminins traditionnels. Sa force physique et son caractère assertif, j'ai écrit ce mot, son caractère vénère, en font une figure qui contraste avec les attentes sociales typiques pour les femmes de son âge. La relation entre Ranma et Akane est complexe et souvent conflictuelle. Pourtant, Akane en tant que femme est confrontée à des attentes sociales spécifiques, qu'elle défie souvent par son comportement et son attitude. Des problématiques que rencontre Ranma une fois transformée. La dynamique entre les deux personnages met en lumière ces stéréotypes de genre. C'est du coup la dynamique entre les deux qui va mettre en avant pas mal de choses, notamment les attentes sociales qui reposent sur les femmes et les différents comportements qu'elles peuvent subir au quotidien. Akane est souvent plus forte et plus indépendante que les stéréotypes féminins traditionnels ne le suggèrent, ce qui contraste avec l'expérience de Ranma sous sa forme féminine. Cette interaction permet de remettre en question les notions rigides de masculinité et de féminité, notamment que ces catégories ne sont pas fixes, mais fluides et sujettes à interprétation. Akane, en tant que miroir des expériences nouvelles de Ranma, l'aide et le guide vers sa nouvelle identité. Akane offre à Ranma un exemple de la manière dont les rôles de genre peuvent être redéfinis et réinterprétés. Elle est une boussole pour Ranma qui navigue entre ces deux identités de genre et comment il perçoit ces changements. Parce que c'est ça, Akane, toute sa vie, elle a subi le jugement des autres. Parce que c'était un garçon manqué, qui est têtu et qui fait que se battre. En rencontrant Ranma, elle est tombée sur quelqu'un qui commence à la traiter comme une fille, comme elle est réellement, sans prendre en considération les comportements qui, soi-disant, la redéfinissent auprès des autres. En plus, il subit les mêmes problématiques qu'elle. Alors, dans cette étape importante, elle se doit d'être présente et d'accompagner à cette croissance. À travers son comportement et ses interactions avec Ranma, Akane remet en question la norme de genre traditionnelle. Elle montre que la féminité peut être exprimée de manière différente et les genres ne doivent pas nécessairement être définis ou limiter les individus. Tu veux bien me tenir compagnie alors? Hein? Au fil de la série, la relation entre Akane et Ranma évolue, ce qui permet à Ranma de mieux comprendre et d'accepter la complexité de son identité de genre. Akane, en tant que figure constante dans la vie de Ranma, offre un soutien et un défi qui sont essentiels à ce processus de compréhension et d'acceptation. La présence d'Akane permet à Ranma de comprendre que l'identité de genre, c'est pas quelque chose de fixe. C'est quelque chose qui peut être fluide, qui peut changer, varier et évoluer en fonction de la personne qu'on est ou qu'on veut être. Et cette compréhension, elle est vraiment importante pour Ranma, parce qu'elle lui permet de mieux naviguer entre ses identités pour mieux comprendre qui il est. Elle est à la fois mignonne et pleine d'énergie, parfait pour toi. Elle est pas mignonne. Ranma est un garçon, mais Ranma est aussi une fille. À vrai dire, Ranma est différent, et en même temps, elle est comme tout le monde. Une personne qui cherche à se trouver, à comprendre qui elle est, indépendamment des dictates et des attentes de la société. Parce que Ranma, il vit pour lui avant de vivre pour les autres. Ranma 1/2 est un manga vraiment en avance sur son temps. Il est important aussi de souligner que le traitement du genre dans ce manga n'est pas le seul sujet avant-gardiste. Selon les arcs, même si c'est maladroit parfois, on nous parle d'homosexualité, avec le personnage de Yukio, de consentement, avec un personnage qui refuse qu'on lui rase le crâne, et fait face à une attaque de tondeuse durant son sommeil. Ça, c'est un peu tiré par les cheveux hors contexte, mais c'est assez flagrant, la notion de consentement tiré par les cheveux. On nous parle aussi d'affirmation de soi, d'assurer sa nature profonde et surtout, on nous montre que c'est vraiment pas fou d'être un macho man. Macho man. J'ai pas assez chanté dans cet épisode. j'ai pas fait de ref à Pokémon non plus. Même si aujourd'hui, une nouvelle adaptation peut avoir l'avantage de parler à beaucoup et d'exprimer de nouvelles idées, il ne faut pas oublier qu'il n'en reste pas moins un manga des années 90. Alors évidemment, l'histoire de Ranma comprend son lot de passages qui ne vont pas dans le sens de son message. Le changement de genre du personnage sont régulièrement utilisés de manière humoristique, non comme de la moquerie, mais comme des gags récurrents, pouvant amener à des quiproquos.
De plus, durant l'ensemble du récit, l'état de Ranma est désigné comme une malédiction dont il faut guérir, ce qui amène à une vision extrêmement rétrograde par moment, même si pour le coup, il s'agit peut-être d'un moyen de rentrer dans les mœurs sans être censuré. Ouais, l'avant-gardisme est probablement pas totalement assumé. Et pourquoi ça dérangerait quelqu'un après tout? Il est qui il est, et ça ne regarde qu'elle. Il y a 100% de chance pour que je me perde dans les mots de cette phrase. Mais vous avez compris l'idée. Si tout le monde juge tout le monde, pour ce qu'il est, pour ce qu'il doit être selon des stéréotypes sociétaux démodés, et selon une identité donnée à la naissance, alors comment peut-on se considérer comme réellement libre? Avons-nous réellement le choix d'être qui on veut? Avons-nous réellement le choix? Et bim! Transition vers la prochaine vidéo qui commencera par avons-nous réellement le choix? Spoiler.